deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au prochain sommet du G5 Sahel à Pau, en France. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Opération Harmattan en Libye, Épervier au Tchad, Serval et Barkhane au Mali et au Sahel. Les opérations militaires françaises se sont multipliées ces dernières années sur le continent. Mais quelle appréciation en fait véritablement? On en parle après ce sujet de notre rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. L'Afrique connaît actuellement un regain de concentration de forces militaires occidentales et émergentes sur son sol. La lutte contre le terrorisme ou encore la défense des intérêts commerciaux en sont les justifications des interventions et présence de forces étrangères en Afrique. On voit que cet espace devient le lieu de transfert des rivalités entre ces puissances. Mais dans tout ça, c'est qu'elles ont aussi sur le terrain des populations qui de plus en plus sont conscientes de leurs responsabilités, qui savent que leurs ressources sont leurs ressources et qui n'ont plus besoin de faire la guerre des autres. Et la seule guerre que nos populations ont à mener, c'est la guerre du développement. Une présence de plus en plus décriée par les communautés de ces pays, comme en témoignent les mouvements anti-français au Mali, au Burkina Faso ou encore en Côte d'Ivoire. L'armée française Barkhane y a renforcé son dispositif et dispose notamment de 4500 soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'autre lecture possible, c'est que chacun de ces 6 alliés est exaspéré parce que les résultats sur le terrain sont désastreux. Donc ce sera l'occasion de rectifier le tir. Cette convocation est un acte diplomatiquement insolent. Alors il faut dire aussi que sur le terrain, la France est blessée par les réactions des populations. Mais il faut que la France comprenne que les populations attendaient des résultats. Il n'y a pas de résultats. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs convoqué les présidents des pays du G5 Sahel à Pau, en France, pour, selon lui, une clarification sur la présence de la force française au Sahel. Cette convocation intervient dans un contexte d'ambiguïté sur les réels motifs de la présence des forces françaises sur le continent. C'était donc un reportage d'Aïssatou Bari de la rédaction de Dakar au Sénégal. C'est dit Kaba très rapidement. Je propose qu'on dise les choses clairement dans cette émission, sans langue de bois, sans tabou. Absolument. La France dit qu'elle a déployé 4500 hommes sur le terrain en ce moment. Et ça coûte 600 millions d'euros par an. Que gagne la France à faire ça? Oui, il y a d'abord le fait qu'elle participe à la stabilité d'une zone dans laquelle elle a des intérêts économiques, elle a des intérêts, parce que si jamais aujourd'hui le Sahel s'embrase et que les djihadistes prennent occupation du terrain, il ne sera plus possible aux entreprises françaises de venir faire du business. Ce n'est pas par calcul, mais il y a un besoin de stabilité et la France aussi gagne à ce que cette région du monde soit stable. Prenez le petit exemple de l'immigration aujourd'hui qui hante l'Europe en disant que toute l'Afrique va les envahir. On a vu avec ce qui se passe en Libye que les migrants peuvent partir de là. Si la déstabilisation s'est faite à l'échelle du Sahel, toute l'Europe serait envahie par des migrants, y compris la France. Donc il y a aussi des besoins géostratégiques, de considérations géostratégiques. Les intérêts sont multiples. Mais disons plus clairement et plus précisément les choses. Oui. La France exploite-t-elle les ressources naturelles du Mali? Non. C'est clairement non pour moi. Non, il n'y a aucune évidence, sauf à apporter la preuve que la France exploite. Aujourd'hui, il y a de l'orpaillage artisanal qui est fait par différents groupes, mais ce n'est pas la France qui le fait. Et les Canadiens. Je vais simplement dire qu'avant même qu'il y ait cette situation, il y a des pays dans la zone où la France a des intérêts. Par exemple, on sait bien que l'uranium du Niger est une ressource stratégique pour la France. Dès qu'il y a eu l'attaque de In Amenas en Algérie en janvier 2013, la France a prépositionné des commandos de forces spéciales pour protéger les mines d'uranium. Et ça, ce n'est pas lié à sa présence, ce n'est pas lié à sa participation à Barkhane ou à Serval. Donc il y a aujourd'hui le fantasme qui amène à considérer que c'est parce qu'il y a du pétrole, c'est parce qu'il y a de l'or, c'est parce qu'il y a de je distingue ce fantasme de la critique légitime sur les résultats de l'opération Barkhane. Moi, je considère qu'il y a une différence entre les deux. Vous parlez de résultats de l'opération Barkhane. La question que se pose Brice Samba, et ça s'adresse à vous, que se posent beaucoup d'Africains, c'est comment se fait-il que la 7e puissance mondiale, qui a des moyens aériens, des avions de toutes sortes,
avec un effectif aussi important, n'arrive pas à neutraliser les terroristes? Écoutez, je pense qu'on a l'exemple du Vietnam pour les Américains. Ah, c'était pas tout à fait la même chose. Je sais que Oui. toute proportion gardée. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être une grande puissance, mais quand on n'a pas la connaissance du terrain, parce qu'il faut retenir que le Sahel, la bande sahélo-saharienne, c'est un territoire qui est qui est vaste, et qui n'est pas toujours connu par des Européens qui viennent d'atterrir et qui doivent intervenir, même s'ils ont le soutien des satellites. Le Sahel, c'est un territoire vaste comme l'Europe. C'est vaste, c'est vaste. Voilà. Donc, ça prend du temps, la reconnaissance du terrain, la connaissance des moyens, comment pouvoir combattre dans le désert. C'est très important, sachant que les djihadistes, eux, sont très aguerris. C'est des gens qui connaissent le terrain. Et ils sont nulle part et partout. Ils sont partout à la fois. Donc, il y a cette difficulté liée au terrain qu'il faut évoquer. Il y a ça. Ensuite, il y a aussi, je dirais, le fait que, bon, il faut soutenir cette opération financièrement. Même si ce que vous venez d'évoquer, c'est de l'argent. Oui. Il faut savoir que... Et ça, c'est le contribuable français qui paye. Oui, mais 600 millions d'euros par an. Et si le président Macron veut faire en sorte que l'Union européenne s'intéresse à ce qui se passe au Sahel, c'est précisément pour pouvoir espérer avoir de l'aide qui pourrait aussi provenir de l'Union européenne. Parce qu'il y a aussi des questions financières importantes là-dessus. Absolument. Bon, après moi, ce que je pense, c'est que il ne faut pas oublier que l'opération Barkhane vise avant tout de pouvoir donner la capacité aux forces conjointes des pays sahéliens pour pouvoir faire face au péril djihadiste, d'abord. Voilà, c'est-à-dire que la France vient en appui. Parce que la France a la logistique, la France a l'expertise, mais la finalité de l'opération Barkhane, c'est de rendre les pays sahéliens autonomes dans le cadre d'une force conjointe pour pouvoir assurer leur sécurité. Donc la question, à mon avis, c'est plutôt au niveau de ces résultats-là qu'il faut attendre la France. La France ne pourra atteindre ces objectifs que lorsque ces États sahéliens seraient suffisamment autonomes pour pouvoir assurer leur sécurité par eux-mêmes. Donc moi, je pense que le travail à faire, on a sous-estimé la durée. Parce qu'il y avait on a sous-estimé l'ennemi. Voilà, il y avait cette ferveur-là avec l'opération Serval. Bon, les djihadistes faisaient une avancée vers Bamako. L'armée française est intervenue puis les a refoulés. Dans cet élan d'enthousiasme, on a cru que la guerre allait prendre fin rapidement. Bon. Mais il faut dire que la guerre s'enlise. Jean-Bernard Bikim, c'est très important la réponse apportée par Sédik Abba à la question est-ce que la France exploite de quelque manière les ressources de la région? Il a dit très clairement et en bon connaisseur non. L'autre question aujourd'hui c'est est-il possible ou arrive-t-il que de quelque manière la France se mette en connivence avec un groupe terroriste en fonction des circonstances, en fonction des enjeux, en fonction des intérêts? Alors, c'est l'une des critiques aussi à la France. Ce qu'il faut rappeler aux Africains et aux Français, c'est que le fameux mythe du rôle de gendarme de la France en Afrique se fonde sur l'histoire des conquêtes. En Afrique, dans cette région bien particulière, la France s'est toujours appuyée sur les Peuls, les Touaregs, les Songhai, globalement. Mais sur le fond, pour revenir sur la question précise, la France est responsable de tout le bazar, de toutes les morts qu'on vit au Sahel. C'est Sarkozy qui déclenche ce merdier. D'accord. C'est Sarkozy en 2011 en Libye. Vous voulez parler de l'opération Harmattan en Libye. D'accord. C'est Sarkozy qui stoppe Jean Ping en disant les Africains n'ont pas leur mot, l'Union africaine n'a pas son mot à dire. C'est Sarkozy qui bloque les présidents du Niger, du Mali, de Burkina en disant nous avons besoin d'arrêter Kadhafi. Et derrière, nous mettrons en place la démocratie. On va circonscrire un peu la réflexion. Il faut que la France accepte de payer les pots cassés de ce qu'elle a construit. Maintenant, ma question au Mali. Est-ce qu'au Mali, il arrive effectivement qu'on a vu des images circuler, la France aurait distribué des motos à des terroristes, après l'ambassade de France s'empresse de démentir, la France aurait bombardé une base militaire au Niger, l'ambassade de France. Est-ce qu'il arrive effectivement des formes de connivence entre la France et certains groupes? Oui, pour la simple bonne raison que quand on a besoin, dans les domaines de la défense, la sécurité et la sûreté, on a besoin d'infiltrer
tous les réseaux et tout type d'organisation. Et pour les infiltrer, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas utiliser des forces externes. Il faut donc retourner les djihadistes, les différents membres, pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur, le transmettre à l'extérieur et créer des canaux souterrains pour communiquer. Mais là, on est plus dans la stratégie que dans l'approche. Ma question, c'est, est-ce qu'au Mali, il y a un groupe, et c'est l'un des reproches que font certains Maliens à la France, de traiter avec les terroristes à Kidal? Oui, le MNLA. Le MNLA est clairement, il y a des documents qui existent, il y a clairement des accords entre le MNLA et l'armée française. Clairement, il faut le dire, il ne faut pas tourner autour du pot. Et c'est pas Barkhane, c'est Serval. C'est Serval qui a mis en place ces accords-là. C'est pour ça que... Depuis 2015, voilà. Effectivement, et Non. notamment... Mais vous avez peut-être plus de précisions encore à nous apporter par rapport à cette question-là. Je pense que la question est un peu plus complexe et il y a besoin de la décrypter. S'il vous plaît. Alors, la France a commis quelques erreurs au Mali. Mais il n'y a pas de connivence avérée entre la France qui donne des armes à des terroristes, la France qui donne des moyens de communication à des groupes terroristes. Ça, je ne le crois pas. Et ça fait partie des informations qui circulent sur les réseaux sociaux dont il faut se méfier. Absolument. Notamment cette affaire de moto qui était... Mais c'est important d'apporter d'apporter d'en parler et de décrypter. Cette forme de connivence ou de lien entre la France et des groupes terroristes n'existe pas. Par contre, la France a commis plusieurs erreurs au Mali qui aujourd'hui alimentent l'incompréhension et même le rejet. Quand la France a sanctuarisé Kidal au profit du MNLA, après les événements de 2013, c'est une erreur et y compris des diplomates français le reconnaissent aujourd'hui. Oui. C'est la France qui a sanctuarisé en disant les forces armées maliennes ne viendront pas pour l'instant, il vaut mieux que ce soit... Alors que le MNLA, historiquement, avait été défait. Quand Serval arrive, le MNLA n'existait quasiment plus. Il n'y avait que les djihadistes et les djihadistes ont été chassés, le MNLA en a profité pour sortir du bois. Mais le MNLA n'est pas un mouvement terroriste. Le mouvement a des revendications politiques. On ne peut pas considérer le MNLA comme le Moudjao, comme le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. La difficulté de l'exercice, c'est quoi? C'est que certains terroristes se cachent aujourd'hui dans le nord du Mali. Les gens qui ont frappé Inates, on parle de 500 personnes et on salue la mémoire des soldats nigériens qui sont tombés. Mais les gens qui ont frappé sont retournés dans le nord Mali. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Pourquoi on ne les pourchasse pas? Pourquoi on ne va pas les chercher là où ils sont? Donc il y a un certain nombre d'erreurs. Sidi Kaba, avant de venir à vous, Sidi Kaba, il y a quand même un point très important qu'il faut que vous nous aidiez à comprendre. La critique faite à la France, ce n'est pas seulement une critique de la rue. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale qui critiquent... Des ministres, des membres de gouvernement qui critiquent ouvertement. Mais je dirais plus, vous avez l'état-major burkinabé qui dit à la France que vos avions n'entrent plus dans notre espace aérien sans notre autorisation. Nous vous disons que vous nous avez fait ici 48 heures avant. C'est ça. Il y a une forme de défiance. Absolument. Ça, ce sont des critiques qui sont des critiques légitimes, qui ne sont pas des critiques qui expriment, qui manifestent un sentiment anti-français. Parce que si vous regardez le communiqué qui a été fait à l'issue du sommet du G5 Sahel extraordinaire qui a eu lieu le 15 décembre à Niamey, il est indiqué qu'il y a un besoin d'une meilleure coordination entre les forces internationales et les forces nationales. Parce que ce que les Burkinabés ont souligné fait partie de la faiblesse de la coordination. Les Français aujourd'hui font des opérations au Mali sans que l'armée malienne ne soit étroitement associée. Les FAMA, Et donc il faut rectifier. Et ça doit être un des points à discuter à Pau, qu'il y ait une meilleure interopérabilité. Vous savez, il y a des retours d'expérience de la part ça on va venir dans la troisième partie, de la part des forces internationales qui disent que nous avons mené des combats avec nos collègues de la sous-région, on s'est aperçu qu'ils sont performants, qu'ils ont de l'engagement, etc. Donc, il faut multiplier cette interopérabilité. Si on veut aller vers de meilleurs résultats, en tout cas, il faut qu'il y ait une meilleure coordination entre les différentes forces qui sont sur le terrain. Brice Nzama, le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour calmer son opinion publique, dit « Ne nous trompons pas d'ennemis. Les Français ne sont pas nos ennemis. » On peut dire que c'est vrai. Oui, il faut le dire. Bon, après,
Après, il faut être prudent. Moi, je pense que c'est que l'opinion manifeste. Hein. C'est un souci. C'est un souci de résultat. Voilà, ça, on l'a déjà dit ici. Hein. C'est-à-dire que l'opinion publique constate que depuis 2013, il y a eu l'invasion, l'offensive des djihadistes. On nous a promis leur défaite rapidement. Mais c'est qu'on constate sur le terrain, c'est que les djihadistes sont de plus en plus aguerris. Alors, il y a une contradiction. Vu qu'il y a la France qui est sur le terrain, et puis il n'y a pas que la France, hein, il faut le dire, surtout au Niger, il y a les Allemands qui sont aussi là-bas, il y a les Américains aussi qui sont là. Oui, donc il y a beaucoup de forces. L'opération Barkhane, non. L'opération, c'est l'Estonie et la Grande-Bretagne seulement qui sont associés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Sahel, aujourd'hui, c'est un territoire où il y a beaucoup de forces militaires occidentales qui sont là. Il n'y a pas que la France. Absolument, on est d'accord. Voilà, ça dit que je le dis pourquoi. Parce qu'on ne voit pas les résultats. Ça dit que plus il y a de l'engagement militaire français et occidentale de façon plus large, plus il y a une recrudescence d'action des djihadistes. Donc quand le président... Ça étouffe les petits succès remportés par... Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne parle que des réalisations des djihadistes. Là, on a eu encore des morts, 71 morts, et donc ça, c'est pas bon pour le moral des troupes. Donc il y a ça. Donc quand le président malien dit que les Français ne sont pas... ce ne sont pas nos ennemis... De ne pas se tromper d'ennemis. Il a raison. Parce qu'il faut quand même, il faut pas avoir la mémoire courte. C'est grâce à la France que les djihadistes n'ont pas pris le pouvoir à Bamako. Il faut le dire. Ça, on peut le dire. Voilà, il faut le dire. Et même le président nigérien, il va plus loin. Le président nigérien va plus loin. Il dit que ceux qui sont au niveau de l'opinion publique, qui considèrent les Français comme étant de mèche avec les djihadistes, font le jeu des djihadistes et sont en fait en collusion contre l'État nigérien. Il va plus loin là-dessus. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour aborder la question de la capacité, de la capacité des armées locales à sécuriser leurs propres frontières. À tout de suite.